On lâche rien, on lâche rien. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel opus de On lâche rien. Aujourd'hui, ce qu'on va décortiquer, pour ne pas dire démonter, c'est le discours de Laurence Saillet, opposante clairement identifiée. Personne qui ne manque pas de souligner l'extrême droitisation de ce qu'on appelait la droite républicaine, qui n'en a plus au mieux que le nom ou l'étiquette, qui en a l'air mais pas la chanson comme on dit. Enfin et encore, nous sommes même généreux de ne serait-ce que concéder ceci. Tant cette dite droite républicaine n'existe plus grosso modo que sous les traits de Villepin, a fortiori après la disparition de Marlex. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, je ne fais pas une fixette sur le personnage de cette ex-députée européenne LR, bien que ce soit le deuxième volet dont elle est l'objet. C'est simplement que cette fameuse Laurence nous donne largement du grain à moudre, en particulier en termes de propos. Des propos qui sont tout sauf des réalités. Que, en vérité, ces excès ne peuvent être laissés sans un débunkage approprié. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont ses paroles et prises de position en face de Carlos Martins Bilongo. Ce dernier trop soft et respectueux à mon goût. Attention que, comme vous vous en doutez si vous connaissez le style de la maison et le mauvais esprit qui m'habite, dont je ne vais pas m'embarrasser outre mesure. Aussi, au passage, je tiens à signaler que si ça y est sera celle contre laquelle on aura le plus à redire, on va aussi s'attaquer au discours de Christophe Barbier et d'un certain Perrin, par la même occasion. On va faire d'une pierre deux coups pour reprendre la fameuse expression populaire. Attendez-vous à ce que cela picote ou dépote en fonction des cas de figure, et en somme à une surcharge d'épices, si je puis dire. Après cette introduction, qui n'a rien de fortuite, me semble-t-il, commençons, si vous le voulez bien, à disséquer le contenu de ça y est. Accrochez-vous à vos slips, c'est parti. Moi, j'ai pas défendu le gouvernement, loin de là. Ouvrons le bal en analysant cette formule de Laurence Saillet, si vous le voulez bien. Ce que je trouve absolument extraordinaire pour l'occasion, c'est la manière dont certains continuent d'essayer d'entretenir un enfumage concernant la scène politique passée et présente. S'il faut bien reconnaître un mérite à l'actuel chef de l'État, c'est celui d'avoir opéré un certain nombre de clarifications. Clarifications que je qualifierais pour ma part de salvatrices. Le bienfait principal de l'avènement du créateur d'En Marche étant justement d'avoir montré l'aspect fake d'un bout à l'autre du clivage droite-gauche, en tout cas incarné par les LR et le PS. En somme, tel qu'on nous l'a vendu. Quand en vérité, les deux partis ont versé dans une fausse alternance, chacun ayant plus ou moins les mêmes recettes à proposer ou à faire valoir. La droite, UMP, LR, etc. ayant plus des aspects sécuritaires et ouvertement pro-patronat. Quand la gauche, entre très gros guillemets, que représentait le PS, elle, apparaissait, quand on n'y regardait pas en détail, comme plus soucieuse des libertés, notamment du point de vue sociétal, car légèrement moins conservatrice, on va dire, ainsi que plus encline à vouloir légèrement limiter les écarts, ou du moins faire en sorte qu'ils ne soient pas rocambolesques. Je vous rappelle qu'on traite ici des apparences, a fortiori pour les plus naïfs ou les moins politisés, que la réalité était évidemment tout autre. Bref, seules quelques nuances à la marge uniquement existaient au final, les deux constituant des forces d'accompagnement du système, ne désirant pas en réalité un bouleversement de l'ordre des choses. Le PS optant exclusivement pour une forme d'amendement à la marge vaguement social. C'est ce sur quoi Hollande en premier lieu, puis Macron ont fait le jour. Il est aussi tout à fait cocasse de la part de Saillet d'avancer de tels propos, quand en somme, les mesures et programmes des LR ne divergent que très peu des politiques mises en place par Macron, et ce, depuis son arrivée à la tête du pays, grosso modo. L'illusion du ni de droite ni de gauche n'ayant pas tenu bien longtemps. Nous remémorons que les apolitiques ou apartisans sont des droitards qui ne se dévoilent pas en définitive. J'irai même plus loin. Pour moi, le pensionnaire de l'Élysée a fait advenir le programme que, historiquement, les LR voulaient mettre en place, sans avoir été en mesure d'y parvenir. Ceci valant au pseudo-Mozart de l'économie les propos élogieux de Sarkozy, qui dit alors, je cite, « Macron c'est moi, mais en mieux », comme tout un symbole de la continuité en ces mots incarnés. Ceci nous indiquant la très grande proximité politique qui existe, qui se traduit aussi au niveau du personnel politique. Aussi, la tartufferie de Saillet va un cran et un tantinet soit peu plus loin que cela, dans la mesure où il s'avère que le gouvernement de Macron est assez largement composé d'un personnel politique issu des rangs du parti de notre chère Laurence. Or, si elle peut éventuellement ne pas être en accord avec le fait que ses ex-compagnons de route aient changé de crèmerie, cela n'a pas, cependant, modifié le socle qu'ils ont en commun pour autant. Les ministres et autres, en provenance des Républicains, ayant été mis en poste par Macron pour y mener des politiques droitières et antisociales, toutes très en phase avec l'idéologie de leur ancienne formation. Aussi, il convient de souligner que les intéressés, justement, ont été placés à des postes clés. Ce n'est pas sans raison. On n'a pas vu que Macron ait mené des luttes anticapitalistes, antilibérales ou encore autre chose que des mesures sécuritaires. Bref, son bilan politique est puisé dans l'arsenal programmatique de la droite, anciennement républicaine, et en vaste état de radicalisation.
Elle qui a perdu toute idée et qui n'est résolument plus capable d'autre chose que d'être le relais du Rassemblement national. Ça y est, de facto, peut se parer de tous les artifices qu'elle souhaite. Cela ne changerait rien, si on va aller par là. Cette dame, tout comme les politiques qu'elle prône, sont compatibles avec ce que fait le pouvoir en exercice. D'autant que notre bonne Laurence est loin d'être la dernière à donner dans l'outrance, langagière au programmatique. Et on n'a pas observé qu'elle brillait tout spécialement par sa fibre sociale, ou encore, à minima, qu'elle provenait d'une ligne identifiée comme gaulliste à proprement parler, bien qu'elle s'en réclame, avec tout ce que ça peut avoir de nuancé par le temps, la nostalgie et le caractère singulier du personnage. Le nucléaire, c'est écologique. Ce que j'aime bien avec la droite, et donc, pour le coup, avec sa représentante, c'est sa capacité à établir des vérités révélées, que nous serions priés de bien vouloir croire sur parole. Ceci sans aucune forme de démonstration telle qu'elle soit. Nous devrions prendre les dires de Saillet pour argent comptant, ne comptant que sur son incroyable expertise dans le domaine de l'énergie. Cette dernière acquise, on se demande encore comment et où. On sait bien que le nucléaire est considéré comme une énergie décarbonée et que les émissions de CO2 n'ont lieu que pendant la construction, plus précisément au travers du béton qui est utilisé pour la création des centrales, non pendant le processus de création de l'énergie. En revanche, il s'agit aussi de faire preuve davantage de hauteur de vue. Se cantonner à cela est tout bonnement ridicule pour ce qui me concerne. J'avoue volontiers ne pas être un spécialiste de la question, mais pour ma part, il y a des incohérences très apparentes dans le speech de Saillet. Et que la pure logique suffit à mettre en exergue, selon moi. Bien que le speech en question soit tout à fait dans la lignée des discours traditionnels de la droite, voire de l'extrême droite sur le sujet. J'y reviens. Incohérence, disais-je. Tout d'abord, du fait que je sache, les ressources naturelles dont nous avons besoin, nous ne les avons pas à disposition sur notre territoire national. Ce qui implique évidemment d'acheminer l'uranium, le cobalt, etc. dont nous avons besoin. Et je doute que l'extraction, comme le transport de ces matières, soit des plus écologiques. D'autant que, de ce que je crois savoir, les ressources proviennent de l'Azerbaïdjan ou de la République du Congo. En somme, de pays qui ne sont pas à la porte à côté, comme on dit. Et que, naturellement, cela induit une empreinte carbone de facto et in fine. Aussi, pour ne citer que cela, puisque c'est quelque chose dont je suis au fait, compte tenu de la perte de compétences que nous devons à l'œuvre des droites au pouvoir, nous devons nous adresser à des travailleurs étrangers pour effectuer certaines tâches, contre rémunération sonnante et trébuchante, si j'ose dire. Nous avons connu une désindustrialisation importante sous l'impulsion des politiques de vente à la découpe des droites, qui se sont succédées au pouvoir. Cette désindustrialisation est synonyme de perte de savoir-faire. Elle-même a des incidences concrètes. Nous ne sommes plus en mesure, par exemple, d'assurer des opérations telles que des soudures nécessaires sur les cuves. Nous faisons appel à des soudeurs états-uniens, de ce fait. Or, les travailleurs en question ne se transportent pas dans les airs à coups de battements d'ailes. Là encore, on a une activité qui génère du transport, autrement dit des émissions. Donc, la désignation du nucléaire comme entièrement écologique me paraît déjà des plus ambitieuses. Surtout que ce n'est pas tout. Parallèlement, il y a aussi bien évidemment la question des déchets. Certains, à mon sens, ont plutôt tendance à minimiser ce paramètre. Pour moi, c'est une erreur, je ne vous le cache pas. Déjà, simple question de rhétorique ou de vocable, on parle de déchets. Autrement dit, de quelque chose qui résulte de la production et qu'on ne met pas à profit. Ici, de surcroît, c'est de déchets radioactifs que l'on parle. Ce qui n'arrange rien, loin de là, comme de bien entendu. Aussi, ces rejets, il s'avère qu'on ne sait pas quoi en faire. Et si on a décidé de les enfouir, ce n'est sûrement pas sans explication. J'imagine sans mal que si cela avait été possible, certains ne se seraient pas gênés et auraient donné dans du déversement sauvage, à l'instar de ce qu'on voit se faire dans bien d'autres cas de figure avec d'autres types de déchets liés à la production. C'est ainsi que les lieux de stockage ont été déterminés, tel Bure par exemple. Or, comme vous le comprenez sans mal, les enfouissements se faisant pas à proximité des centrales et se faisant vers des points convergents, on ne peut irrémédiablement pas faire sans transport de ce fait, une fois encore. Et qui dit transport, vous connaissez la suite. Je ne me répète pas inutilement. Aussi, il reste un paramètre qui ne semble pas vouloir être envisagé, mais qui demeure une possibilité néanmoins, à savoir l'incident nucléaire. On a bien compris que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres, selon les gens qui sont aux manettes des différents pays. Toutefois, on a déjà eu plusieurs catastrophes majeures qui se sont produites, dont une dans un pays hautement technologique et qui se croyait lui aussi à l'abri d'un tel danger. L'occasion peut-être de rappeler les risques encourus avec la privatisation rampante de tout et n'importe quoi. La dérégulation associée à la suppression des personnes en charge de contrôler les installations sous les coups de boutoir des néolibéraux.
qui tendent à estimer que tout employé étatique est de trop et que la logique du profit à tout crin est préférable à une gestion par des instances liées à l'État. Sans oublier le changement climatique et les catastrophes naturelles qui se produisent à intervalles réguliers. Souvenons-nous de l'épisode de Blayais, où le désastre a été évité de peu grâce à une personne qui a su agir à temps, faire montre de suffisamment de clairvoyance, pour arrêter la centrale en temps et en heure. Aussi, dans la même lignée de ce qui se passe avec les déchets, on minimise assez franchement les conséquences qu'aurait un tel incident. Mais la réalité est que leur fameux territoire perdu de la République adviendrait dans une telle configuration. Seulement pas de la manière qu'ils évoquent. Ma camarade Sublime peut en témoigner, ils ont connu cela au Japon. Tout le monde reste éloigné de la zone en question. Ce sont les Yakuza qui se sont emparés de la région, et ils y envoient des gens qui leur sont redevables. Comme tout un symbole du fait qu'il est franchement mieux de se tenir à l'écart de la partie du pays qui a subi ce sinistre d'ordre nucléaire. Je pense que ce n'est pas pour rien que Einstein désignait les centrales comme un moyen diabolique de faire bouillir de l'eau. Aussi, notons ceci, ce serait bien qu'on essaie d'arrêter de nous enfumer sur le sujet, si je puis dire. Si on écoute certains, les déchets, en somme, cela irait, mais ils sont là pour des millénaires. Le nuage de Tchernobyl se serait miraculeusement mis un stop de lui-même à la frontière entre l'Allemagne et la France. Et les divers incidents n'auraient fait aucune victime, a fortiori en URSS, quand on a vu l'état du paysage, même des années après. Abominable scène de dévastation. Tout ceci, chose des plus surprenantes quand on sait que les précautions prises dans les centrales sont très importantes pour éviter la radiation, etc., comme chacun sait. L'heure est à la protection excessive des employés et au contrôle généralisé par les instances qui ont le plus clair du temps été démantelées par les idéologies au pouvoir. Aussi, permettez-moi d'ajouter quelque chose avant de clôturer ce segment. Je vois certains venir, je sais ce qu'ils vont m'opposer, qu'ils vont relayer l'argumentaire que concernant les renouvelables, il y a aussi des émissions du fait du transport, etc. Certes, mais cela n'est pas un état de fait sur lequel on n'a pas les moyens d'agir. On peut très bien produire des éoliennes, notamment marines, à proximité. Il suffit de politiques industrielles volontaristes. Vous savez, j'étais à la commission environnement au Parlement européen. Il faut avoir une horizon, à un moment donné, où on sortirait des énergies fossiles. Non, mais ça, c'est des grandes phrases. On a tous envie de dire, bien sûr, mais soyez concrets. Vous voyez bien qu'Europe Écologie Les Verts, ils passent plus de temps à défendre des sujets qui ne sont pas les leurs. Intéressante comme perspective, si je puis dire. Pour être très honnête, il manque le contexte pour comprendre réellement ce que ça y est entend par là. Mais quoi qu'il en soit, il est tout simplement impossible d'abonder en son sens, même avec la meilleure volonté du monde. Et pour dire les choses telles que je les pense, ce n'est pas ce qui m'anime que de vouloir faire plaisir à cette chère Laurence. Dans la mesure où non seulement ils ont mis le sujet de l'écologie sur le tapis, mais en plus, il s'avère que peu importe comment on tourne les choses, toute formation politique peut avoir son mot à dire sur un sujet. Et ce, peu importe si la question est sa marotte ou son cheval de bataille ou non. Pour ne vous donner qu'un exemple, de façon à mieux comprendre où je veux en venir. On essaie de nous faire croire que nous ne sommes pas concernés par les problèmes de sécurité à l'AFI. Ceci tout bonnement car, pour nous, ce n'est ni la priorité absolue, ni sous cet angle qu'on voit les choses, puisque nous sommes infiniment plus attachés au concept de sûreté que celui de sécurité, dont on nous rabat les oreilles sans cesse. Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes disqualifiés pour parler de sécurité ou encore que nous n'ayons rien à proposer concernant ce point précis. D'ailleurs, il existe un livret sur le sujet. Aussi, loin de moi l'idée de prendre la défense de l'ELV, entité de laquelle je ne me sens pas particulièrement proche pour le moins qu'on puisse dire. En revanche, ça n'arroge pas le droit à ça y est de leur tailler un costard sur une base qui n'est pas des plus cohérentes. Chacun est légitime de proposer sa vision de la société, comme le Vert, comme les LR, ou encore comme nous, insoumis. Si des choses apparaissent comme incohérentes, etc., libre à elles de pointer leurs actions ou politiques, de mettre en relief son agenda politique en miroir. Mais encore faut-il qu'elle apporte quelque chose de concret dans la discussion, et qu'elle ne se contente pas de speech vide, et surtout ne s'appuyant sur rien. À ce stade, on reste dans du verbiage. Une contradiction politique saine est une opposition sur des bases claires, projet contre projet. En plus, ne nous voilons pas la face, ça y est, les LR, qui nous parlent d'environnement ou encore de sauver la planète, voilà qui prêtent à rire. Quand on sait leur attachement au capitalisme néolibéral de surcroît, leur défense des rentiers de tout poil actionnaires en tête. Et surtout, leur volonté de ne pas entraver les puissants, à qui ils escomptent continuer à dérouler le tapis rouge sous couvert de pseudo-efficacité économique. Mais je ne défends pas le gouvernement, alors je ne suis pas et ça m'est complètement égal. Vous êtes au gouvernement. Juste pour vous donner un exemple, donc à la commission environnement, moi j'étais donc au Parlement européen et j'étais porteuse d'un texte sur les emballages. Et quand vous voyez, si vous voulez, les contraintes
qu'on imposait aux entreprises. Alors on a allégé au maximum le texte, mais ce qui était prévu au départ en lourdeur économique et administrative pour nos entreprises françaises et européennes, mais notamment françaises, qui nous rendent pas du tout compétitifs, il y a de quoi écœurer, si vous voulez, les gens de l'écologie. Notons dans un premier temps quelque chose sur la distribution de la parole. Là où Carlos a été systématiquement coupé et n'a jamais été enclin à terminer une phrase sans une intervention intempestive d'un autre participant au débat, ici Laurent Saillet déroule et a même le temps de minauder et de chercher ses mots pendant 30 secondes consécutives, dans ce qui apparaît au regard du contexte comme un véritable tunnel, limite interminable même. Chose révélatrice de la très grande neutralité qui règne sur les plateaux, puisque nous serions à même d'exiger que chacun soit logé à la même enseigne et que notre représentant puisse lui aussi jouir du même privilège en quelque sorte. Ce qui, bien évidemment, ne sera que rarement, pour ne pas dire jamais accordé sur de tels plateaux. Notons également quelque chose d'un autre registre, et faisons-le non sans une certaine délectation. Soit que c'est cette même personne qui a tenté, et ce, depuis le début de l'interview, de se faire passer comme quelqu'un à qui le sujet de l'écologie tient à cœur. Tartufferie quand tu nous tiens. Au moins, il s'agit de l'identifier. Ce qui est pratique avec cette droite, c'est que, pour quiconque s'intéresse à la vie politique, il est facile de se rendre compte qu'on nous prend littéralement pour des jambons, assez ouvertement qui plus est. Et forcé de le constater, en la matière, cette brave Laurence n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ça y est, à tour, essayé de se faire passer pour la chantre de l'écologie. Puis, dans le même jet, nous a fait l'apologie de la fin des normes, etc. Celle visant à contraindre les acteurs économiques à une attitude plus vertueuse, ou plutôt correction à un comportement un peu moins écocidaire, ce qui est une formulation nettement plus exacte et réaliste pour ce qui me concerne. Tant ce qu'il leur est demandé n'a rien de rocambolesque, ou de ne serait-ce que suffisant en l'espèce. Nous ne sommes pas sans ignorer que les objectifs fixés par tous sont loin d'être à la hauteur de l'enjeu et de la période, comme en témoignent par exemple les condamnations du gouvernement pour inaction climatique. Rappelons au détour de ce rétablissement des faits que les 200 plus grosses entreprises sont responsables de la très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre, et que si, comme elles le désignent, tant de contraintes pesaient sur les entreprises, alors on ne serait sûrement pas arrivé à une telle extension. Aussi, il est plus que temps que de se saisir des contradictions qui sont à l'œuvre chez la droite incarnée par Saillet. Toute cette famille politique oscillant visiblement sans voir où se trouve le problème entre un européisme béat, la volonté de se faire inféoder par les USA, leur désir de ne pas entraver la marche en avant des mieux lotis, et articuler tout cela avec une apparence de prise en compte de la question climatique. Ceci à coup de privatisation de tout et n'importe quoi, ainsi que de laisser faire envers les acteurs économiques, a fortiori lorsqu'il s'agit des plus puissants. On se régale de ce discours lunaire de Saillet quand on lit entre les lignes. En somme, qu'on comprend réellement les tenants et les aboutissants. On voit aussi poindre ce truc de « il faut libérer les entreprises des contraintes qui pèsent sur leurs épaules ». Plus spécialement dans l'optique d'affronter la concurrence des autres grandes nations quand ils ont laissé les multinationales, américaines en tête, les mettre au pas et leur imposer leurs lois. Qu'ils ont fait la preuve de leur servilité volontaire et assumée in fine. Alors on lui confirme, avec le boulot désastreux que son courant politique a mis en place, en effet, les entreprises européennes souffrent. Pire encore pour les françaises. Puisque je ne crois pas inutile de le souligner, chez nous, le maillage du tissu industriel est composé principalement de petites et moyennes entreprises. Souvent qui fonctionnent grosso modo comme des satellites pour les plus grosses. Plus grosses qui donnent le là, qui impriment leurs règles et font traîner la langue jusqu'à par terre à ces structures qu'ils ont plus ou moins vassalisées. Cerise sur le gâteau, boîtes qui sont laissées sans aide, pour ainsi dire, quand tous les grands groupes sont gavés d'argent public. Pire, qu'on ne leur demande aucune contrepartie d'aucune sorte à mettre en face des sommes mirifiques versées sous diverses formes. Ce qui est très drôle en tout cas et ne manque pas de saveur, c'est ceci. Dans une période où les industriels ont fait plus ou moins n'importe quoi et ont effectué les choses carrément à leur guise, on a la Laurence qui nous explique, à l'instar de ce que pourrait faire Macron, qu'il faut libérer les énergies et délester les entreprises du poids des chaînes dont elles seraient affublées. Mais attention, cette bonne dame ne veut pas défendre Macron, hein. Je dirais même mieux, elle se défend de prôner le même genre de recette, quand, dans les faits, c'est pourtant ce qui se produit. On a bien compris que les LR cherchent à exister et trouver un espace à occuper entre les différentes nuances de droite dure existantes, mais quand même. Finalement, pour en finir avec ce segment, la cocasserie bat son plein avec Madame Saillet qui nous parle de lourdeur, dont administrative, que subiraient les acteurs économiques, quand sa formation politique est européiste, et que l'envie d'accoler l'objectif BA ne me manque pas. Que je sache, l'échelon de Bruxelles est un échelon supplémentaire. Et cela ne constitue pas une exagération de ma part, de sorte qu'ils s'y soumettent bien volontiers.
Si ces génies ne se plaçaient pas d'eux-mêmes à la remorque des États-Unis et de l'Allemagne, il y aurait certainement un mieux pour les entreprises françaises qui semblent leur être si chères. Mais il est bien plus simple de pisser dans le sens du vent, si vous me passez l'expression. Option préférentielle de ça y est, des LR qui n'ont jamais brillé par leur courage. Pas certain. Pas certain. Si on a de vrais candidats qui réfléchissent à court et à long terme, ils parleront de la fin du mois parce que les problèmes de pouvoir d'achat vont être immédiats. À gauche comme à droite, personne ne pourra faire l'impasse. Et ils devront parler de la fin du monde parce que l'angoisse climatique, elle est réelle. Elle travaille beaucoup les jeunes générations. Et il faudra de toute façon trouver des solutions. C'est une question de rythme, c'est une question de mix. Tous les camps sont divisés. Hein. Les écolos sont contre le nucléaire, les communistes sont pour. Ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent pas faire une primaire ensemble. Encore une fois, un tunnel et un propos déroulés à la société. Mais passons, on est habitué de toute façon. Disons les choses tout de go, cette intervention de Barbier ne manque pas de sel. Et je crois que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Et mon rictus ironique au coin des lèvres aussi. Il est très drôle et manipulatoire de nous faire croire que l'écologie, tout le monde va s'en saisir, comme Barbier le prétend. Aussi, de sorte à nous donner à penser que tous les partis se pencheraient sur la question, ou s'y intéressent véritablement. Quand tout ceci est très loin de la réalité. On a bien remarqué comment certains essaient de greenwasher leur discours quand ils y sont obligés. Cependant, cela ne trompe pas grand monde. Enfin, me semble-t-il. Particulièrement compte tenu du fait que nombre d'entités font tout ce qui est possible et imaginable pour parler de tout et de son contraire, occultant joyeusement le sujet. De sorte à ne surtout pas mettre ces discussions à l'ordre du jour, sauf à y être contraint. Nous ne sommes pas dupes et on a bien vu les thèmes imprimés par le monde médiatico-politique. Et ce n'est pas faire montre de mauvaise foi que de dire que l'environnement ou la protection de la planète sont le cadet de leurs soucis. Ils ne sont ni le centre de l'attention, ni des discussions, c'est un fait. Quand en lieu et place, les thèmes ultra présents dans la sphère en question sont l'islam, le voile, l'immigration et autres billevesées de cet acabit, tous instrumentalisés. Utilisés comme des écrans de fumée pour ne pas parler des vrais problèmes et donc des solutions à y apporter. Solutions qui impliqueraient un changement de société en profondeur. Enfin, si on voulait vraiment bifurquer et endiguer le problème à défaut de le résoudre. Ce qui est désormais impossible de toute façon. Le changement climatique est commencé et irréversible. Qu'on se le dise. Et si nous en sommes là, ce n'est pas pour rien. Il est nettement plus simple et plus pratique de trouver un bouc émissaire et d'escompter lui faire porter le chapeau, la responsabilité de tous les maux de la société. Cela dérange infiniment moins le business des puissants, qui voient d'un bon œil l'opportunité de diviser les gueux et de choisir quel prochain champion ils vont pouvoir mettre à l'Élysée pour défendre la perpétuation de leurs privilèges. S'ils ne réussissent pas à vous détourner des urnes, alors ils ne renoncent pas à faire en sorte de vous monter les uns contre les autres. Diviser pour mieux régner, comme la formule l'indique fort justement. La vérité est qu'on sait très bien que Barbier nous vend du vent, que la droite se contrefout du climat. Elle a eu les manettes dans les mains et le résultat de leur politique, on l'a sous les yeux. Remémorons-nous ceci. Si, pour le commun des mortels, les enjeux climatiques ne sont connus que depuis peu, en haute sphère et dans les milieux d'affaires, c'est tout l'inverse. La conscience a été éveillée de longue date. Ceci nous en dit très long. Une firme comme Coca-Cola a mené une enquête concernant le procédé le plus écologique dans les années 1960. Ils ont déterminé avec cette étude que le process le plus viable en ce sens était la bouteille en verre recyclée 15 fois à minima. Qu'ont-ils fait? Ils ont poussé la bouteille en plastique malgré tout. Ceci pour des histoires commerciales. Et de profit, cela va sans dire. Vous comprenez, la consigne et le traitement de la bouteille en verre, cela coûte cher, hein? Cela grève les profits aussi. Et les actionnaires ne sont pas contents, évidemment. Et puis, pas trop envie de se casser la tête avec ça. Résultat, on va finir par avoir plus de plastique que de poissons en mer. Qu'on fait les droites au pouvoir? Rien. Alors, le coût de la prise de conscience tardive à d'autres. Aussi, je tiens à rebondir sur quelque chose de plus important encore, à mon sens. Cette opposition entre fin du mois et fin du monde sur lequel déblatère le fameux Christophe. Lui, digne représentant des riches qui se torche avec le sort de la planète. Cette opposition n'existe pas. Elle est fake d'un bout à l'autre, à partir du moment où on est conséquent. Appelons les choses par leur nom. Tout est lié, intimement lié. On a beau chercher à nous gaslighter avec ces histoires de différenciation, mais tout est question de l'impact et de l'empreinte des plus aisés. À moins de le mettre au pas, rien ne pourra entrer dans l'ordre. Sans contrainte du capital, on fait du jardinage. La formule en ne peut plus juste, se rappelant à notre bon souvenir. L'enjeu est précisément, pour l'une comme pour l'autre des deux questions, de mettre fin au mode de vie dispendieux des plus riches, ainsi que de les forcer à remettre les pieds sur terre, si je puis dire. Et ce, bien que le truc ne soit pas vraiment un terme usurpé. Ce que je viens d'énoncer n'est pas sans rappeler ce dialogue que Jean-Luc avait eu au Brésil, si mes souvenirs sont bons. Ses interlocuteurs expliquant que les pleins aux as s'adonnaient au transport en hélicoptère, et, par voie de fait, ne se préoccupaient plus de quoi que ce soit qui se passait en bas.
Finalement, quand je parle de les contraindre à mettre les pieds sur terre, c'est aussi du fait qu'on a bien cerné ce qui a cours. Les gros bonnets ayant désormais pour hobby des voyages spatiaux aussi exorbitants qu'écocidaires, qui laissent envisager, sans passer pour le zinzin de service, que les intéressés espèrent sûrement faire sécession une fois de plus. Cette fois-ci vers une autre planète, par contre. Donc, les candidats à la présidentielle devront se hisser au-dessus de cela. Et dire, voilà, pour moi, à tel horizon, voilà, tel mix, tel coût, parce que c'est beaucoup d'investissement, tel rythme, et on verra ce que les citoyens abondent. En 2012, les citoyens ont élu les écologistes avec François Hollande, ils ont eu la fermeture de Fessenheim. Le programme était clair, on les a pas trompés. Encore un tunnel pour rien. Sinon, on savoure la bonne dose d'hypocrisie charriée par le speech de l'éditorialiste. Que je sache, ce sont les médias aux mains des milliardaires qui désignent ce qui est à l'agenda médiatique. Comme en témoigne le focus sur l'islam, le voile, le burkini, l'immigration, ce que je mentionnais précédemment. Avec en plus certains faits divers qui entrent dans le cadre de la lutte civilisationnelle qu'ils entendent créer ou porter plus loin, dirons-nous. Ce sont aussi ces présentateurs stars qui impriment leurs pattes dans leurs émissions, qui sont à la baguette. Or, on voit comment l'écologie est un angle mort. Un truc qui ne les passionne pas, visiblement. En même temps, cela se justifie fort bien. Je doute que les patrons de ces canaux goûtent qu'on mette leurs responsabilités à débat, ou encore que la population s'empare de tels thèmes. Thèmes qui impliqueraient de facto des changements de l'ordre établi. Et ça, du tout au tout, par-dessus le marché. Enfin, si quoi que ce soit de conséquent venait à sortir des délibérés. En tout cas, le fait est le suivant. On ne peut pas faire confiance à ces organes de propagande lorsqu'il s'agit d'informer le citoyen. Ils en ont ni le goût ni l'envie. Et on ne peut pas leur faire confiance concernant quelque objectivité ou neutralité que ce soit. Ils en sont structurellement incapables. L'éthique nécessaire n'est pas au rendez-vous non plus. Eux se cantonnent à du journalisme d'opinion et des opinions établies au doigt mouillé. Et au fil des coups de fil des actionnaires, justement. Vous voyez le délire. On admire également la capacité de Barbier à nous prendre pour des dindons. Ceci en parvenant à garder un sérieux de façade au bas mot. Le truc de la démocratie respectée, je le reconnais, il fallait oser. Et à bien des égards. Plus spécifiquement dans le contexte actuel. Cela ne faillit pas activer nos zygomatiques. Surtout compte tenu de la multiplication des dénis de démocratie qui ont eu cours sous la présidence de Macron, l'apprenti dictateur. Et que celui-ci a tout bonnement ignoré le résultat issu des urnes, qu'il a poussé à 2 reprises déjà des gens issus de partis groupusculaires, pesant moins de 5% aux dernières élections, en lieu et place d'un gouvernement d'union populaire a priori mené par Lucie Castet. Ce qui n'aurait pas été la panacée, mais au moins une possibilité de temporiser ou d'éviter la saignée que les sbires de Jupiter nous préparent. Mais Christophe ne manque pas de ressources comme vous avez pu le constater. Il va encore plus loin. Pour étayer ses propos, il va jusqu'à convoquer le dénommé Flamby pour nous parler de cette démocratie tellement importante aux yeux des dites élites. Ce même individu qui s'est fait élire sur une tirade à la Cyrano à l'encontre de la finance et aura fait tout l'inverse dans les faits, notamment bazardant allègrement la supposée politique de gauche que le concerné feignait de vouloir mettre en place, au profit d'un globiboulga droitier qui allait chasser sur les terres du RN de surcroît. Donc, je crois vraiment que ça va être un absent du débat là, de 2026. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sujets qui s'accumulent que l'écologie va évidemment faire les frais. Parce que l'écologie, ça coûte de l'argent. Le coût de l'énergie. Et ça coûte de l'argent. Le coût de l'énergie obligera. Au moment où effectivement on est obligé de serrer la vis à la fois dans les budgets des ménages et de l'État, il est évident que l'écologie va en faire les frais. Enfin, je veux dire. On voit bien, j'aurais tendance à dire que c'est un sujet qu'on peut traiter entre guillemets, bien sûr, quand tout va bien. Là, on voit bien que tout va mal. C'est sûr que c'est un sujet qui va arriver en 10e position. Ce commentaire est tout à fait intéressant, surtout d'un certain point de vue. Et en fait, j'ajouterais même qu'on peut en partager un segment. Puisque, tout comme lui, je suis d'avis que la question du changement climatique, de notre adaptation à celui-ci, va être largement passée sous silence une fois de plus. Une fois encore reléguée derrière tout un tas de thèmes qui n'ont aucun sens, ainsi que les polémiques politiciennes à 2 balles et à but clairement de propagande contre nous, etc. Par contre, là où notre consentement prend rapidement fin, c'est dès lors que Benoît Perrin commence à détailler le fond de sa pensée, qu'il cherche à approfondir les sujets qu'il a lui-même mis sur la table. Et pour cause, la raison qu'il a convoquée ne tient tout simplement pas la route. Le prétexte que l'écologie coûterait de l'argent, pour ce qui me concerne, prête à rire. Disons-nous les choses très franchement. On se demande ce qui ne coûte pas de l'argent, comme il dit. Ce qui relativise immédiatement et irrémédiablement ses propos. Aussi, si le financement dont il est question est mis en miroir avec celui d'autres secteurs, alors la relativisation des sommes invoquées est immédiate.
Pour vous livrer le fond de ma pensée, si on lâchait les 211 milliards qu'on flèche vers les entreprises et qui finissent leur circulation dans les poches des actionnaires, et qu'on allouait cette somme uniquement à la lutte contre les effets du changement climatique et des choses telles que la bifurcation du système de production, alors on pourrait éventuellement comprendre sa posture. Or, on en est très loin. Les versements auxquels on fait référence s'avèrent être un peu comme des montants incroyables jetés dans la cuvette. Ceci étant, ce fléchage ne constitue aucune avancée d'aucune sorte en l'état actuel des choses. Nous sommes dans la gabegie pure et dure, si je puis dire. Gabegie qui est assez bien illustrée par les études menées sur le CICE et ses effets, ou non-effets, devrais-je plutôt dire, pour être plus exact. Alors que les montants avaient été calculés, et où les acteurs économiques avaient péniblement réussi à maintenir ou consolider, comme ils disent, un nombre vraiment malingre d'emplois avec les sommes, l'État, lui, tout aussi inefficace que perçu, aurait été en mesure de créer des millions d'emplois bien payés en lieu et place. Ceci assorti de cotisations payées, remédiant aux problèmes que les libéraux ont créés auprès de la sécurité sociale. Le déficit se comblant naturellement avec des salaires augmentés et des gens sortis de la privation de débouchés professionnels. Aussi, puisqu'on met l'accent sur les choses problématiques débitées par cet intervenant, difficile de passer à côté de sa sortie lunaire concernant l'obligation de serrer la vis. Une fois encore, le postulat de départ adopté est celui d'une dette abyssale, comme ils ont tous tendance à l'appeler. Or, leurs recettes de cheval, toujours les mêmes, ne font que contraindre l'économie dans le meilleur des cas. Dans le pire, elles nous placent sur le chemin de la récession, particulièrement alors que notre économie dépend principalement de la consommation populaire. Ces derniers alimentant un cercle vicieux et une spirale infernale, qui les amène à la conclusion qu'ils ne vont jamais assez loin dans les recettes qu'ils préconisent. Vous voyez le délire. Tout cela pour dire que, justement, serrer la vis n'est pas une nécessité, que c'est une option politique mise sur la table et dont on fait le choix de ne pas sortir. Choix idéologique fait par des idéologues en dépit de toutes les analyses qui prouvent qu'il ne fonctionne pas. D'autres, ailleurs, ont fait le choix inverse et ne s'en sortent pas plus mal de ce qu'on constate. Et c'est encore un doux euphémisme que de le dire de cette manière. Aussi, il convient de noter qu'ils partent de serrer la vis dans le budget des ménages, ce qui démontre bien la volonté de ceux qui nous dirigent de mettre les gens sous l'étouffoir, de ne pas leur permettre de respirer financièrement, et in fine de leur tordre le bras dans le dos, pour qu'ils n'aient d'autre choix que d'accepter des conditions dégradées en termes d'environnement, de travail, de rémunération et tutti quanti. Ceci visant au bout du bout à dégager davantage de profit pour les gens qui tiennent les cordons de l'économie, si je puis dire. On voit aussi la tech tout à fait désastreuse et erronée qui est celle de ce monsieur Perrin. Lui s'imaginant l'écologie comme un sujet d'importance moindre, visiblement. Un sujet qui pourrait être remis à plus tard. Remis à une période de prospérité économique ou de relative sérénité permettant de faire face, selon lui. Ce cher Benoît s'asseyant sur l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, ou la minimisant grandement, ce qui revient pour ainsi dire au même, en fonction de comment on veut décrire le phénomène. Ce qu'il manque dans les grandes largeurs, c'est que les questions environnementales peuvent être une quasi-bénédiction du point de vue social, dans la mesure où transition et adaptation permettraient de faire sortir des millions de postes à pourvoir de terre, serait à l'origine d'un retour à une humanisation plutôt que du tout technologique qui nous a amenés où nous en sommes aujourd'hui. En outre, comme en atteste l'avenir en commun, agriculture paysanne, économie de la mer, énergie verte, entraînant une réindustrialisation et étant des courroies de transmission d'emplois qui font sens et décemment rémunérés. Ce qui est aussi cocasse que drôle, c'est que ce monsieur Perrin, qui porte le même nom que le personnage du film La Chèvre, finit sa tirade en démontant son argumentaire de lui-même. Lui se tenant un système qu'il reconnaît être défaillant, en faisant le constat de l'état actuel des choses économiquement parlant. Pour clôturer ce segment de ce podcast, je souhaite ajouter un petit quelque chose. Au lieu de regretter, semble-t-il, que les questions climatiques soient passées après bien d'autres, il aurait été nettement plus efficace de pointer du doigt tout un tas de thèmes, mis constamment sur le tapis et qui n'ont tout simplement pas leur place. A fortiori, dans un tel contexte d'urgence climatique, encore empiré avec la réélection du gars orange à la tête des USA. 10e parce position. qu'on le traite mal. En l'occurrence, ça y est, fait référence à l'écologie. Et si on ne peut être globalement que d'accord avec cette assertion qui est la sienne pour le coup, il s'agit aussi de considérer tout cela au regard du prisme habituel de ça y est et des ça y est mentaux de son obédience politique. Alors, cette déclaration, dans le sens de laquelle on ne peut qu'abonder, devient une mascarade risible, rien de plus.
Je crois m'être déjà livré à ce type de démonstration, et je ne vais donc pas m'attarder outre mesure sur le détail de tout cela. Mais rappelons tout de même au passage que Saya est une ardente défendresse du capitalisme et du libéralisme, ainsi que de la mainmise des entreprises sur une économie dérégulée par les politiques, sous l'impulsion des acteurs économiques qu'ils soutiennent. Pour le mentionner autrement, il est compliqué d'accorder quelque crédibilité que ce soit à cette membre des LR. Ceci sachant qu'elle n'a pas de problème à prôner qu'on lâche la jambe des entreprises et des capitaines d'industrie. Qu'elle voit d'un œil tout à fait consentant de voir les actionnaires accumuler des fortunes incommensurables et hors toute proportion. Tout ceci étant, comme de bien entendu, tout sauf compatible avec une écologie se voyant attribuer la place qu'elle mérite, à commencer par un traitement sérieux et raisonnable. Bref, vous décelez le niveau de tartufferie qui est déployé pour l'occasion, je pense. En tout cas, les jeunes, eux, ils sont attentifs. En voilà une phrase qu'elle est savoureuse, comme on dit. Plus spécifiquement, avec un ironique grinçant comme moi à la baguette, je dois l'admettre. Intéressante insertion de la représentante des LR en l'espèce. Se rend-elle simplement compte du monumental CSC dont est-elle à la réalisation pour le coup? C'est la seule question que nous sommes en mesure de nous poser en fin de compte. Je crois bon de rappeler quelques petites choses puisque l'opportunité m'en est donnée. Premièrement, le parti de Saillet a fini avec moins de 5% aux dernières présidentielles. Score honteux pour une famille politique qui a été au centre de la vie partisane du pays. Ce qui est assez peu un gage de compréhension de ce que les gens attendent, puisqu'ils ne sont justement pas retrouvés dans l'offre de la droite dite républicaine. Le constat est encore plus accablant lorsqu'il s'agit des jeunes, catégorie où l'AFI a été loin devant tous les autres. Et par-dessus le marché, cela met en relief l'incapacité de son parti à traiter les problématiques qui comptent pour les jeunes, justement. Ce n'est pas sans une forme de logique que non seulement le résultat global des LR a été cataclysmique, mais que celui-ci a été encore plus insignifiant et mauvais auprès du public concerné. Ceci dans la mesure où le programme des LR rime avec bien des choses, mais définitivement pas avec l'écologie, ou soin pour la planète et le vivant. Des concepts chers aux jeunes qu'ils n'ont pas su embrasser, et pour cause. Tout ceci est hautement incompatible avec ce que le parti de droite a à mettre dans la balance. Quand on roule pour le capital, les rentiers de tout poil, pour le moins qu'on puisse dire, le projet est aux antipodes. Aussi, rajoutons quelque chose pendant que nous y sommes. Les jeunes ont la planète pour préoccupation, mais pas uniquement. Ils ont la viabilité de la biosphère en ligne de mire, avant toute autre chose. Et cela n'implique pas uniquement l'écosystème en tant que compatible avec la vie humaine. Eux ont également des préoccupations aussi terre-à-terre que de pouvoir mener une vie digne. Une vie où ils ne défilent pas dans des queues de banques alimentaires, où ils peuvent manger à leur faim et ne pas sauter de repas. Une vie où on leur promet un travail qui leur permette de subvenir à leurs besoins essentiels, et si possible qui ait un sens. Or, le programme des LR va à rebrousse-poil de tout cela. Désolé par avance, car difficile de ne pas susciter cette image d'un Macron braillant comme un âne à la convocation de ce mot. Mais leur projet se réclamant, grosso modo, un agenda tourné vers les possédants et les retraités les plus aisés. Tous promettant une vie galère aux nouvelles générations. Toutes invitées à trimer pour leur permettre de maintenir leur train de vie et confort, quand bien même il s'agirait de sacrifier la planète pour ce faire. Quand bien même il s'agisse aussi de nier le droit aux nouvelles générations de bénéficier de nombreux acquis dont ils ont, eux, pu bénéficier. Aussi, nul besoin de le préciser, les jeunes, en effet, sont attentifs à cette question. Et pour cause, ils ont normalement quelques années à passer sur Terre, ce qui, évidemment, si on est normalement constitué, donne à réfléchir au sujet. Pas comme certains retraités tombés dans un après-moi le déluge des plus catastrophiques et égoïstes. Tout cela, une fois encore, sous couvert de conservation d'un confort. Ceux-ci, dans leurs esprits, s'inscrivant en opposition, allez savoir pourquoi. J'avoue volontiers que la raison m'échappe. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas en mesure de concilier les deux. Particulièrement si on considère la question sous l'angle d'un emploi revigoré par la bifurcation écologique nécessaire. Sachant que celle-ci sera grandement pourvoyeuse d'emplois, a fortiori non relocalisables. Ce qui serait évidemment synonyme de cotisations atterrissant dans les caisses de la sécurité sociale et autres, et alimenterait notre système social basé sur la solidarité. Bref, vous avez identifié le non-sens. Je pense que oui, mais il faut quand même le but. Donc les responsables politiques vont pour Paris. Si le constat qui est fait par Benoît Perrin n'est pas faux, il est tout de même des plus réducteurs aussi dans le même temps. Enquiller des généralités n'est pas forcément un gage de sérieux, si vous voyez ce que je veux dire. Certes, en proportion, les jeunes votent moins, surtout à comparaison avec leurs aînés. Ces derniers se rendant globalement assez massivement aux urnes. Et là, où ce qu'il dit n'est pas faux, c'est que le focus est loin d'être fait sur les questions environnementales. La sphère médiatico-politique optant plutôt pour mettre l'accent sur des choses qui arrangent les puissants pour lesquels ils roulent.
C'est ainsi qu'on nous bassine en H24 avec l'islam, le voile ou encore l'immigration. Contre-feu super pratique pour ne pas aborder des sujets tels qu'une meilleure répartition des richesses, pour ne citer que cela. Maintenant, c'est à peu près tout concernant ce qui fait sens dans cette phrase de ce monsieur. En outre, le pourquoi du comment on voit cette question peu traitée, ce bon vieux Benoît ne vous l'a pas mis en exergue, comme vous pouvez vous en douter. Concernant les nombreuses choses à redire à propos de son discours, tout d'abord, il omet de mettre en avant que les jeunes ont un engagement un peu différent le plus clair du temps, principalement associatif. Ils passent davantage, en général, par des actions de terrain effectuées auprès des mouvements écologistes ou de préservation du vivant. Autant dire que leur politisation diverge quelque peu, voire qu'elle se trouve être loin de se cantonner exclusivement à la dimension électorale. Aussi, si le nombre de votants parmi ces rangs n'est pas suffisant et qu'on abande dans ce sens, l'AFI travaille à les mobiliser justement, à leur faire comprendre les enjeux du volet électoral, comment il est complémentaire de celui des luttes de terrain, plus spécifiquement associatives par ailleurs. L'AFI a mis de longue date un point d'honneur à prendre à bras-le-corps un certain nombre de questions, dont non seulement la bifurcation écologique, mais aussi le malaise étudiant. Nous proposons, au travers du programme, tout un éventail de solutions pour pallier au mieux. Ceci tout en sachant que le changement climatique est d'ores et déjà irréversible et qu'il est plutôt question de s'adapter à ses effets que de le stopper à proprement parler. Or, de ceci aussi, les autres formations politiques se contrefoutent, pour la faire courte, tous s'engluant dans les affres du système économique en place. C'est somme toute résumé à gros traits, mais réaliste en revanche. Surtout au regard de ce que les autres proposent, tous jouant d'écran de fumée. Et se cachant derrière leurs petits doigts, puisque les liens qui les unissent aux puissants, de facto, les rendent, eux, impuissants, justement. Il n'y a pas d'écologie viable sans remise en cause du capitalisme, des dogmes néolibéraux et tutti quanti. Et c'est précisément la raison dont on se gausse de la posture de cette chère Laurence Saillet. Ce n'est pas un mystère ou sans raison que les jeunes se tournent très prioritairement vers l'AFI quand ils participent à la vie démocratique via le système électoral. L'AFI propose de ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle ne peut reconstituer, ce qui charrie des créations de postes en veux-tu en voilà dans divers secteurs, l'économie de la mer, la paysannerie, etc. D'ailleurs, la paysannerie, parlons-en. Nous avons depuis des années dans notre agenda politique de faciliter l'installation des jeunes voulant participer à faire revivre l'agriculture du pays sur des bases plus saines. Dans cette perspective de la fin de la concentration, du retour au circuit court, etc. Et aussi et surtout, la fin des conditions effroyables pour les concernés vivant leur profession comme un sacerdoce. Rappelons aussi que nous avons encore avancé et que nous voulons mettre fin aux dettes des agriculteurs. Concernant les jeunes, on propose de faire advenir une allocation d'autonomie jeunesse, permettant aux étudiants de se consacrer à leurs études sans avoir à trimer à côté, et potentiellement risquer de rater leurs études du fait de leur activité alimentaire parallèle. Une somme allouée leur permettant de subvenir à leurs besoins, de faire face aux dépenses nécessaires de la vie. Logiquement, le plan ambitieux en termes d'emploi signifiera une insertion facilitée dans la vie professionnelle, alors que, pour l'heure, c'est une galère pour la plupart des jeunes, qui sont cantonnés à des conditions d'emploi dégradées, à des jobs de piètre qualité et des situations de haute précarité. Souvent des emplois s'assimilant à ce que David Graeber appelle des bullshit jobs. Dernier petit truc qui, pour ce qui me concerne, vaut la peine d'être noté ici. C'est ce sourire jusqu'aux oreilles de Benoît Perrin qui semble penser avoir fait un bon mot. Or, elle se sera contentée d'énoncer une platitude. Plutôt digne d'une tautologie qu'autre chose, si vous voulez mon avis. Toutefois, on mesure son degré d'autosatisfaction des suites de sa sortie. Donc les responsables politiques vont pour parler. Le but, c'est de faire voter les jeunes et de ne pas parler d'écologie, ne pas s'en soucier. Franchement, je trouve que ce serait une véritable erreur et ne nous trompons pas. Même si les Français, certes, sont très attentifs, évidemment, à leur quotidien économique et à la sécurité, je pense que chacun, quand même, a au fond de lui, on voit bien comment les villes sont polluées. Je vais vous dire, on nous a expliqué que les villes de gauche, c'était formidable. Regardez Paris, je veux dire, qui est un désastre écologique. Vous avez des embouteillages, vous êtes dans les gaz. Enfin, on nous explique que c'est la gauche écologique. Eh ben merci, je préfère largement les mairies gérées par la droite. Ouf. Bonjour la tirade à la Cyrano, le talent au moins si je puis dire. Le fait est que si on doit reconnaître des talents à Saillet, il faut définitivement mettre en avant celui de faire de longs monologues ininterrompus. Cela en fait véritablement partie. Oui, je sais, elle est grandement aidée en ce sens par les directeurs de plateau affichant une claire bienveillance pour le courant de Saillet. Sinon, il y a aussi le fait d'accumuler les contre-vérités débitées sur un ton plein de morgue et d'assurance, qui serait sûrement enclin à convaincre certains, parmi les plus crédules, à peu de frais. Oui, mais voilà.
Nico est arrivé pour débunker. Cette sacrée Laurence a beau transpirer l'auto-validation et une satisfaction non dissimulée, cela ne transforme pas ses dires en vérité pour autant. Or, toute la tirade en question est jonchée d'erreurs, d'inexactitudes et autres arrangements avec la vérité, pour ne citer que cela. Par exemple, il est tout de même très drôle d'entendre de la bouche de cette bonne dame que le but est de faire voter les jeunes, quand dans les faits, tous ceux qui se sont succédés aux manettes ont appliqué les mêmes méthodes. Tous, sans exception, ont cessé de mettre en place des campagnes d'inscription sur la liste électorale. Pire, alors qu'on sait tous le nombre de mal inscrits, jamais les intéressés ne mettent le sujet sur le tapis. Plus spécifiquement dans les médias auxquels ils participent pourtant sans arrêt. On a donc légitimement bien du mal à les croire, ou croire en leur supposée sincérité, cela va sans dire. Surtout dans la mesure où les jeunes ne sont pas exempts, eux aussi, de connaître des radiations des listes en question pour d'obscures raisons. D'ailleurs, comme nous avons abordé ce sujet de faire voter les jeunes, je dois dire que je bois du petit lait. On a donc, ça y est, représentante de la droite, dont le parti roule historiquement pour les retraités et pour les rentiers de tout poil, qui prétend vouloir faire revenir les jeunes aux urnes. Oui, je sais, c'est venir plutôt que revenir dans ce cas, mais le flot était moins bon. Mort de rire. Ceci alors que ce segment de la population vote massivement pour la FI en premier lieu, et à un degré moindre, et en fonction des tranches d'âge, pour le RN, formation qui a vampirisé celle de cette brave Laurence. Ça y est, aspire-t-elle à perdre les futures élections en répétition, et de manière encore plus éclatante? Ou est-elle dans le grand n'importe quoi le plus absolu? Et entend-elle nous faire passer des vessies pour des lanternes? Passons, si vous le voulez bien, à ces déclarations concernant les mairies de gauche. A fortiori gauche écologiste, comme elle dit. Déjà, on note le ridicule de la posture de Saillet qui cherche à nous vendre Hidalgo comme étant de gauche. Hidalgo, personnage qui n'a eu de répit dans son combat contre la vraie gauche. Qu'elle perd à tous les coups, certes, mais quand même. La farce prend davantage d'épaisseur, alors que, non contente de nous placer la mairesse de Paris à gauche, Laurence la dépeint en écologiste, en lui accolant ce terme. Or, au cas où elle n'est pas au courant, Hidalgo ne propose pas un bras de fer avec les puissances de l'argent, les multinationales et tout le tout-team, soit avec le système actuel. Autrement dit, se prétendre écolo en ne voulant pas mettre au pas tout ce beau petit monde, c'est juste un vœu pieux ou alors se moquer du monde. Aussi, sans vouloir me faire l'avocat de la concernée, car loin de moi cette idée, il n'en demeure pas moins que Hidalgo est à la tête d'une grande capitale mondiale très peuplée qui plus est, et qu'on évolue dans un pays, voire un monde capitaliste dans sa version néolibérale, et que cela influe sur tout un tas de choses. C'est là qu'on décèle l'hypocrisie de Saillet, qui pointe du doigt les manquements de l'ancienne candidate PS à l'élection présidentielle, tout en occultant joyeusement, cela va sans dire, de rappeler les affres liées au système économique qu'elle prône et dont elle est une défendresse acharnée. Surtout que ça y est, s'avère une chantre de la dérégulation par-dessus le marché. Oh là, jeu de mots, haha. Quelque chose d'adjacent demeure à mettre en lumière. Le fait que ce soit sa collègue DLR, Valérie Pécresse, qui est à la tête de la région et que, donc, de facto, Hidalgo ne saurait endosser toutes les responsabilités. Ou que le fait que l'enfer sur Terre, dont le portrait nous a été dressé par Saillet, est en partie dû à une chef de file DLR. Il s'agit aussi d'ajouter que Saillet n'est pas la dernière à nous faire la promotion d'un modèle productiviste. Un modèle où l'État est sommé de se désengager pour laisser place au privé. Ce dernier est supposément meilleur gestionnaire et ce genre de billevesée. Vous connaissez la chanson par cœur, en particulier vu le nombre de fois où on nous la rabâche. Or, on doute fortement que ce soit les acteurs privés qui fassent advenir un système de transport collectif se mettant à disposition des usagers, permettant à tous une mobilité, peu importe les heures, les endroits, etc. Et ce, particulièrement alors que les logiques à l'œuvre, véhiculées par les acteurs que soutient Laurence, sont tout simplement aux antipodes. La logique qui prime étant le profit et la rentabilité, autrement dit, une situation inverse à la notion de service. Soit tout sauf censé être rentable, justement. Quand les gens comme Saillet, ou encore sa famille politique, sont à manette, ils privilégient les gains financiers, la réduction des coûts, etc. Les utilisateurs, devenus clients, étant priés de bien vouloir se rendre au boulot en temps et en heure, ceux-ci sans service de transport en commun ou alors avec un maillage insuffisant dû aux injonctions de rentabilité et la dimension économique prévalant. Sans oublier ce qui va de pair. Les gens comme Saillet sont en faveur des coupes budgétaires à tous les étages, que ce soit au niveau étatique, avec dans l'optique de dégraisser le mammouth comme ils disent, mais aussi à un niveau territorial, puisqu'évidemment les politiques austéritaires ont des implications à cette échelle également. Or, on sait sans coup férir que l'État est le plus enclin à effectuer des travaux importants, à commencer en matière d'infrastructure.
Il convient de noter la tartufferie et la cocasserie des propos de cette représentante de la droite. En somme, les mêmes qui pestaient contre les travaux associés à la création de tramways dans la capitale sont ceux qui, parallèlement, fustigent les heures passées dans la bagnole du fait des travaux, tout en parlant du fait que la ville ne se serait pas écolo, en dépit d'aménagements pour aller dans cette direction. Un vrai délire de faux-semblants, quoi. Toutes ces inconsistances et aberrations n'empêchant pas Laurence Saillet d'arborer un sourire empreint d'une vanité toute particulière. Ceci n'étant pas sans nous rappeler la fameuse formule d'Audiard, qui sera restée dans les annales. Associations qui sont essentielles, et puis il y a des associations aussi qui peut-être ne le sont pas autant. Donc peut-être peut-on faire un tri un peu dans les associations qui sont vraiment d'utilité publique avec des contrôles rigoureux, et des associations, on voit par exemple parfois des associations qui financent des choses pas très intéressantes. Je voyais la ville de Paris, ils avaient fait un peu le tri dans... J'ai rien contre Paris en particulier, mais bon, comme pourtant, non, mais c'est trop tard, comme là. j'y vis et que j'y passe beaucoup de temps dans les embouteillages, c'est peut-être pour ça, quand on n'est pas coincé dans le métro. Je dis ça pour M. Bilongo qui allait me dire vous avez qu'à prendre le métro. J'anticipe, mais pour vous dire, il y a des associations qui sont financées où on ne sait pas trop à quoi. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment maintenir les choses pour les associations très utiles et aller un peu fouiller et regarder pour les associations qui le sont moins. Une fois encore, le bilan contre ce système médiatique est sans appel. Il suffit de se pencher sur ce type de tunnel effectué par Saillet, jamais interrompu par qui que ce soit, pour s'en rendre compte. Aussi, si on a dans l'idée de mettre en équation les temps de parole de Carlos Martins et de Laurence Saillet, on voit ce qui est court. Je veux dire, côté parti pris partisan des médias, car comment appeler cela autrement ? Ce segment est tout à fait évocateur et révélateur de ce point de vue, et je n'aurais su continuer sans attirer votre attention sur cet état de fait. Maintenant, cette intervention ne se limite pas à cela, si j'ose dire. Et il y a à nouveau pas mal de choses à commenter ici. Notons particulièrement comment une bonne partie du tunnel de Saillet brille par le vide intersidéral qu'il revêt, ce qui se comprend aisément quand on y réfléchit un tantinet. On perçoit une forme de malaise évidente de la part de la membre des LR et pour cause. Sa posture est intenable pour le coup. Elle, qui est en faveur de l'austérité budgétaire, des coupes et des économies, qui grosso modo prône de sucrer toutes les aides possibles et imaginables quand cela est envisageable. Alors elle temporise quelque peu et tourne autour du pot, sachant que si elle devait nous livrer le fond de sa pensée, il y a de grandes chances qu'elle se mettrait la plupart de l'audience à dos. C'est ainsi qu'elle tente de justifier la saillie entamée par le gouvernement, en opposant de manière factice de bonnes et mauvaises associations, alors que celles invoquées précédemment étaient toutes des piliers sociaux se substituant à l'État dans des cas de détresse et de son désengagement, justement. Comment aurait-elle pu justifier des coupes à des associations telles que UNICEF, les Restos du Cœur, etc. Donc elle brode autour du sujet et multiplie les pirouettes. Ceci à base de formules creuses et vides de sens, comme des associations qui financent des choses pas très intéressantes, pour prendre sa formule, alors qu'elle n'est en capacité de citer aucun nom, visiblement, ni même de mettre des cas supposément problématiques en exergue non plus. Ce qui témoigne sûrement d'un niveau d'impréparation, évidemment, mais aussi et surtout de la posture intenable du « laissez-les se démerder » dont est empreinte son idéologie. Elle, pensant plus à faire des gens en difficulté de la chair à canon pour l'exploitation capitaliste que de venir vraiment en aide aux personnes dans le besoin. Aussi, il est tout à fait intéressant de constater le balai masque que cette scène traduit. La même Saillet qui nous parlait d'écologie, d'en faire une priorité car c'est une question majeure pour les jeunes, avoue désormais multiplier les trajets en auto, individuellement sûrement, qui plus est. Tout cela en lieu et place de prendre le métro par exemple. Il est bien connu que la voiture individuelle est une chose profitable pour la planète, que cela limite la pollution, etc., plus spécifiquement quand on est seul à bord. Là où on psalmodie Mélenchon, pour tout et n'importe quoi, on voit comment elle n'est pas du tout de même pour les autres. Saillet peut dérouler tranquillement son ramassis d'âneries repeint en vert, et nous expliquer qu'elle fait tout l'inverse de ce qu'elle dit sans que qui que ce soit ne fasse référence aux failles de son discours, ou à l'hypocrisie qu'il patine. Vive la neutralité journalistique. Rassurez-vous, journalistique entre très gros guillemets. Aussi, cet appel à l'investigation est plus que risible quand on sait qui fait quoi. Elle et son parti sont grandement responsables des dérégulations qu'on connaît aujourd'hui. Ceci, à force de couper dans les effectifs, étant chargés de mener les contrôles en question. Quand on sait cela, on mesure l'ampleur de la tartufferie et du foutage de gueule en bonne et due forme. Plus cocasse encore, il y a cet aspect des choses. Les LR sont pour qu'on lâche le slip des entreprises. En somme, qu'on les laisse faire à leur guise ou ce que bon leur semble. Mais ils n'estiment pas que les associations, pourtant œuvrant pour le bien commun,
puisse se jouir de ce qu'il préconise pour les acteurs économiques du secteur lucratif. Véritablement comique comme positionnement. Mettre au pas certains et lâcher les chevaux d'autres, le tout à l'inverse de ce que les motivations des uns et des autres laisseraient entendre. Le tout mis en miroir avec un secteur des entreprises mis sur un piédestal et considéré comme essentiel, alors que pour l'heure, il coûte beaucoup d'argent à tous pour zéro résultat. Si ce n'est un enrichissement accru des plus riches et un accroissement des inégalités. Bref, le speech de Saillet, c'est de la bêtise en barre. On peut regarder et puis faire des plafonds différentiels en fonction de l'action menée par ces associations. Mais tout de même, les Français donnent. Pourquoi ils ont une déduction fiscale? C'est pas que l'État est philanthrope, c'est parce que les Français donnent à des associations qui font le travail de l'État. À la place de l'État, on s'occupe des plus pauvres. Alors l'État va récupérer l'argent qu'on donne à ces associations pour faire le boulot de l'État. Que va faire l'État de cet argent? Est-ce qu'il va s'occuper des pauvres dans la rue? Non, pas du tout. Il va encore faire de la paperasse, il va embaucher des fonctionnaires pas forcément utiles, et ça va partir dans le tonneau des Danaïdes de la dette. Donc c'est une très mauvaise idée. Il faudrait au contraire pousser les Français à donner plus, quitte à faire en effet une sorte de catalogue, de palmarès des associations les plus utiles, c'est-à-dire notamment des associations qui utilisent le plus d'argent donné pour des actions concrètes, sans en perdre trop dans le fonctionnement et dans la chasse aux dons qui fait parfois un marketing très coûteux, trop coûteux. Décidément, la tartufferie sans limite qui habite les droitards ne cesse de nous interpeller. Ceci, bien qu'on soit très au fait, de par notre statut de militant politique. Une fois encore, Barbier frappe un grand coup pour l'occasion. Tout son discours est un ramassis d'inepties sans nom. Pire, il ne semble même pas relever les incroyables contradictions en son sein. Ou bien encore les failles béantes qui fissurent son idéologie. Enivré qu'il est de l'attention et de la supposée expertise qu'on vient bien lui accorder sur le plateau. Ceci sans jamais le contredire, sous quelque forme et à quelque moment que ce soit. Ou simplement remettre en question ce qu'il débite avec assurance pour se donner la contenance, etc. Or, le fond est désastreux pour le moins qu'on puisse dire, et quiconque a une pseudo-colonne vertébrale politique peut démonter son speech tout entier, en un claquement de doigts. Speech qui, in fine, est un château de cartes livré en pâture à un fort Mistral. Commençons, si vous le voulez bien, par le plus grotesque d'entre tous, la tirade sur le marketing venant d'un adorateur du capitalisme et de ses dérives. Lui, qui a été à la tête d'un journal, a été le bénéficiaire d'un salaire à 6 chiffres, nous explique, les mains dans les poches, que chercher des sources de financement est une perte de temps pour les associations. Il est bien connu que le Canard, qu'il a eu sous sa direction, ne recherchait jamais de sponsors, des sources publicitaires, etc. Ceci pour assurer le financement de son fonctionnement et son salaire exorbitant, sans oublier de rémunérer grassement des actionnaires, j'imagine. Mais bien sûr, comme dirait la formule. En outre, difficile de ne pas convoquer la marmotte de la pub et de rire un grand coup devant un tel cirque. Aussi, sans trembler des guibolles, le gars nous explique, comme c'est original, qu'il s'agirait de dégraisser le mammouth et de payer la dette. Le tout en ayant toujours appuyé ceux qui ont généré le plus de dettes, justement. Ceux qui ont anesthésié l'économie, créé et assuré la pérennité du chômage de masse, etc. Et qui soulignent les vertus de la prise en main par le privé, quand bien même, justement, la dite mise en main du privé engendre des frais de marketing et de publicité. Sommes allouées qui n'ont pas cours dans un système étatiquement géré. Eh oui, vive la concurrence généralisée et vive les coûts publicitaires indus. Bref, un tissu d'incohérence et un verbiage déconnecté, voilà ce que ce sacré Christophe a uniquement en stock, visiblement. D'autant que, cerise sur le gâteau, la dette qu'il souhaite résorber n'aurait pas eu à l'être si la droite qu'il soutient avait pas été mettre cette dernière dans les mains du privé, en lieu et place de la gestion par la Banque de France. Sans leur système, le pays serait à 16% de la dette actuelle. Bravo les tartuffes. Tout aussi drôle, mais dans un registre adjacent. Voilà le truc du contrôle des associations et de la manière dont elles flèchent les sommes perçues. Le tout par un autre chantre de la libéralisation et de la dérégulation à outrance. Individu qui n'a de cesse de faire la promotion de cures austéritaires et budgétaires. Cures qui, de facto, résultent en la suppression des gens qui sont censés contrôler les activités des uns et des autres. Il fallait oser, Barbier l'a fait. Audière et sa formule se rappellent à notre bon souvenir. Je ne vais pas traiter le truc en profondeur puisque je me suis déjà adonné à maintes reprises via d'autres podcasts. Mais l'État jugé comme gestionnaire inefficient par les idéocrates qui n'ont rien à dire concernant la gabegie effectuée par le privé, quelle dinguerie, quelle barre de rire. Les mêmes sont à faune et voient d'un bon œil le transfert de 211 milliards vers les entreprises, montant dans la quasi-intégralité fini dans les poches des actionnaires, et non dans l'économie réelle, pour un résultat pourtant proche de zéro en matière d'économie, emploi et tutti quanti. C'est risible, tout bonnement. Aussi on goûte l'ironie de ce truc de parler des associations qui se substituent au rôle de l'État, quand la critique est formulée par des gens qui pestent et éructent contre l'impôt, et qui soutiennent ceux qui s'y soustraient.
Que ces gens, très vocaux sur les plateaux, prêchent le désinvestissement de l'État en H24, n'étant pas à une incohérence près. Eux qui, globalement, se tartinent de savoir qu'il y a des gens laissés sur le carreau, qui ne mangent pas à leur faim et ne peuvent mettre un toit sur leur tête. Et pour qui la priorité absolue est de faire grossir la manne des puissants et de permettre l'accumulation qu'ils réclament. Notons également l'absurdité du discours sur les déductions fiscales, sachant que l'État pourrait gérer le tout en salariant des gens, leur assurant des emplois stables et dignement rémunérés, et ne pas compter sur des acteurs extérieurs pour assurer ses missions supposées. Mais encore faudrait-il pour cela un consentement à l'impôt des mieux lotis. C'est là que le bas blesse. Bien sûr, aucune mention de la part de Barbier. Optique droitière oblige. Celle-ci directement en lien avec la servilité affichée envers les plus favorisés. Cocasserie ultime que de parler de la non-philanthropie de l'État quand on soutient des gens qui se gavent et n'entendent pas effectuer aucune concession. Plutôt s'adonner à satisfaire leur névrose d'accumulation qui ne rime à rien. La diatribe envers les fonctionnaires mérite aussi qu'on s'y intéresse. Ceux-ci fustigés pour le coup dont ils sont responsables apparemment, quand les acteurs en question sont mal payés, raison pour laquelle ils jouissent de la sécurité de l'emploi. Et que ce n'est même plus le cas désormais. A fortiori dans un contexte où on sait que les gens s'attelant aux mêmes tâches dans le privé coûtent infiniment plus cher in fine. Aussi, on se gosse de voir les experts de plateau, toutologues et titographes nous expliquer comment les fonctionnaires sont des fainéants qui n'en branleraient pas une, particulièrement alors qu'eux-mêmes ne sont payés que pour déglutir leur avis sur les plateaux. Ceux-ci, visiblement, sans travail de quelque nature que ce soit au préalable, vu la qualité des contenus qu'ils ont à fournir en dernier recours. J'en profite pour rappeler que, parmi les fonctionnaires si inutiles, selon le tas de feignants qui jonchent les plateaux, on a des professions telles que les soignants, les pompiers, les militaires et leurs chouchous, les flics. Autrement dit, en plus d'être nuls et incompétents, les génies des radios et TV sont aussi un peu plus incohérents, puisqu'ils prétendent être les bons amis de la police tout en salmodiant leur statut. Ridicule quand tu nous tiens. Autre point qui vaut la peine d'être mis en exergue. J'adore que capitalistes et libéraux tentent de se repeindre en ennemis de la paperasserie, quand, dans les faits, ils font tout l'inverse. Si le code du travail est si épais, c'est précisément car les concernés ont mis le nez dedans et que des tas d'entre eux sont parvenus à intégrer tout type d'exemption et d'exception les concernant. Aussi, leur système est fait de personnes qui contrôlent les travailleurs et de personnes pour contrôler les contrôleurs, le tout dans une défiance généralisée, et que l'activité à laquelle ils font le plus appel, c'est la réunionnite. Des réunions, en veux-tu en voilà, le plus clair du temps, pour une avancée qui est tout sauf évidente, pour le moins qu'on puisse dire. Dans cette effluve de Barbier, il est aussi nécessaire de souligner que Christophe n'a pas su s'empêcher de parler d'une de ses préoccupations principales, à savoir la dette. Fixette qui, on doit bien le reconnaître, relève d'un degré de tartufferie à côté duquel il est difficile de passer sans s'y arrêter. Lui faisant partie de ces chantres voulant déposséder l'État de toutes ses prérogatives et appelant toujours à une diminution de l'imposition. Schéma idéologique menant en fin de compte à davantage de dettes, une économie au ralenti, voire en récession, de la pauvreté accrue et du malheur pour des millions de gens, mais qui profitent à une poignée comme de bien entendu. Pour le dire de façon ramassée, ceux qui déplorent la dette sont ceux qui nous mettent en position de l'aggraver, avec leurs recettes éculées. Finalement, dernier point, mais pas des moindres, comme on dit. Barbier, sans le caricaturer, appelle grosso modo à la générosité des Français pour le financement des associations. Or, on sait bien qui donne, justement, et pourquoi. Ce ne sont pas les publics les mieux lotis, les plus généreux. Sinon, non seulement ce serait, mais aussi de telles fortunes ne pourraient être accumulées de leur côté. Or, les gens dont on parle participent à la hauteur qui leur chante dans un tel système, quand le paramètre redistributif de l'État et de l'impôt est infiniment plus juste car il met en corrélation la participation et les moyens des gens. Dans la même veine, si je puis dire, le fait de pousser à se départir de l'impôt signifie justement une participation des plus riches de manière beaucoup moindre. Petite incise hors footage, si je puis dire. On voit Carlos reprendre la parole une fois le tunnel incommensurable de Barbier fini. Et que font nos adversaires immédiatement, dès les premiers mots de notre député? Ils lui coupent tous tour à tour la parole pour l'empêcher de parler. Ceci sans quelque intervention que ce soit de la personne en charge de la gestion du plateau. Là où tout le monde a déroulé, dans un respect de la personne qui s'exprime, autrement, Carlos n'a pas eu le droit à cet égard, c'est la façon de dire. Mais si les contribuables ne partent pas. Quel toupet de la part de Barbier, c'est incroyable. Bon, en même temps, ne nous voilons pas la face, on est habitué avec ce personnage. Alors, pour lui répondre, comment dire 1. Les statistiques ont montré que le solde migratoire des personnes concernées est quasi nul. 2. La taxe Zuckman répond déjà à cette objection et propose une solution qui met fin au problème, si on peut formuler cela de la sorte. 3. Le problème de l'exil est un problème de volonté politique avant toute autre chose. Si on laisse les intéressés partir, c'est parce qu'on décide de ne rien faire en haute sphère.
qu'on confie les manettes à la FI et on va voir ce qu'on va faire. Et on va voir ce qu'on va voir. 4. Si les gens en question veulent jouer les marioles et contrevenir aux lois et à la moralité, alors on peut proposer de les dessaisir de leurs biens, surtout dès lors qu'on sait comment bien des sommes ont été acquises de manière grise. Je vous propose de faire très court en guise de conclusion puisque j'ai déjà été très long. Disons que le pauvre Carlos n'a eu que peu voix au chapitre et qu'on a laissé ses adversaires vomir leur propagande dans le même temps. Disons aussi que, globalement, rien de ce qui est le récit de nos adversaires ne fait sens et qu'ils se cantonne à des faux-semblants que je me suis affairé à mettre en lumière, prenant ainsi le relais de Carlos quelque part. Allez, on lâche rien. À bientôt.